post-attentat de JFK, opposition à la guerre au Vietnam, donc des cinéastes très politisés dans l'ensemble. Alors on va trouver parmi eux Francis Ford Coppola, Michael Cimino, le réalisateur de Voyage au bout de l'enfer et de Heaven's Gate, La porte du paradis. On va trouver évidemment donc Martin Scorsese. On va trouver ce Brian De Palma qui est pour moi le meilleur de la bande. On a tous nos préférences. Et puis en marge, on va trouver également quelqu'un qui s'appelle Steven Spielberg avec George Lucas, ils font aussi partie de cette mouvance. Même si on peut dire qu'il y a une certaine forme de césure, encore que je tiens vraiment Spielberg pour un cinéaste extrêmement intéressant, même si c'est malheureusement quelqu'un qui s'est quand même quelque peu vendu au système, au sionisme, etc., etc. C'est quand même quelqu'un qui a un regard assez stupéfiant, je trouve, sur ce monde, et qui, à côté d'un certain nombre de films de distraction, en a réussi certains autres qui vraiment sont des œuvres absolument majeures. Alors donc Brian De Palma. Brian De Palma, donc c'est quelqu'un qui va très rapidement, au travers de ce qu'on appelle des films de genre, qu'on peut placer dans le registre du cinéma d'horreur et d'épouvante. Je pense par exemple à son premier hit qui s'appelle Sisters, Sœurs de sang. Évidemment Carrie et le bal du diable d'après Stephen King. Un film qui s'appelle Obsession, qui est comme une espèce de remake en Italie de Vertigo de Hitchcock. C'est un remake hommage, un film magnifique avec Geneviève Bujold. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre de magnifique? Bon, enfin quelques-uns quand même. Et puis à compter d'un certain film qui s'appelle Blowout, et c'est de celui-ci et de surtout Snake Eyes dont je vais vous parler. C'est quelqu'un qui aura énormément été quelqu'un qui, en tant que réalisateur, interroge le pouvoir du cinéma, le pouvoir manipulateur du cinéma, l'image, le son, le montage, son utilisation par des forces, on va dire, puissantes, des puissances d'argent, des puissances gouvernementales qui vont donc utiliser l'image et donc les médias, les différents médias. Ça peut aller de la télévision en passant par des systèmes de caméras de surveillance ou même des gens qui filment avec leur portable. Comment on peut manipuler complètement une opinion et donc les masses. C'est majeur comme sujet. Et De Palma est à mon sens à la fois le théoricien de cette chose-là et quelqu'un qui a l'intelligence de, à partir donc de cette chose qui est très théorique et qui demande énormément de clairvoyance, il les aura traduits dans des fictions absolument palpitantes, c'est-à-dire dans des thrillers palpitants, passionnants, qu'on regarde avec le cœur qui bat, et l'intelligence et le regard constamment aiguisés par ce cinéaste démiurge incroyable qui est Brian De Palma. Alors je vais prendre Snake Eyes, qui est de tous ces films celui que je préfère. Alors, l'action se passe de mémoire un 24 décembre dans une espèce d'immense casino, hôtel, restaurant, salle de boxe, un complexe, si vous voulez, immense, comme un monde fermé sur lui-même, pendant une nuit d'orage, où il y a même une tornade. Ça commence avec une journaliste qui est dehors et on voit que la tornade commence à arriver, la pluie, tout ça. Et donc on va pénétrer à l'intérieur de cette espèce de blockhouse qui est comme une espèce de matérialisation de ce que peut être les États-Unis d'Amérique au travers de Las Vegas, je crois que ça se passe là-bas à Las Vegas. Et donc on a ce personnage qui est joué par Nicolas Cage, qui est survolté, qui joue un flic un petit peu spécial, un peu ramenard, grande gueule, qui visiblement semble carburer à la cocaïne, et que la caméra va accompagner lors d'un travelling qui va durer entre un quart d'heure et 20 minutes. Il va faire le tour, puisque en fait ce blockhouse, cet immeuble, ce complexe, hôtelier, casino, tout ça, avec en son centre une salle de boxe, donc avec tous les gradins, immense, et donc carré, elle aussi. Ce bâtiment est un carré. Et donc il va rentrer avec la caméra qui va le suivre comme un bon toutou. Il va faire le tour de ce carré. Il va croiser sur son passage énormément de personnages
avec qui il va avoir des dialogues relativement courts. Il va à un moment rentrer dans la loge du boxeur, il va croiser son meilleur ami, enfin bon, une femme assez étrange. Et on va avoir donc des séquences courtes, filmées à toute berzingue, avec un personnage survolté et une caméra qui lui court derrière. Voilà le début. Et on rentre, après un quart d'heure, à le suivre comme ça, à toute berzingue, à l'intérieur même de cette immense salle de boxe, où il va s'installer dans les premiers rangs, et donc être le témoin d'un crime qui est une totale manipulation gouvernementale. Et là, donc, on est d'accord qu'au début, la caméra de Palma est une caméra qui fait un seul plan, un travelling, comme l'a fait Hitchcock dans son film La Corde. Et donc, nous avons un seul point de vue. D'accord ? En croisant des tas de personnages avec qui il va y avoir des tas d'échanges qui vont nous donner des tas d'informations, lesquelles informations, dans la deuxième partie du film, vont se retrouver vues sous un autre point de vue qui va complètement déconstruire ce qu'on avait cru comprendre. Voilà le dispositif de la mise en scène de ce pur chef-d'œuvre. Et donc, une fois dans la salle, il assiste donc au début de ce match de boxe dont il connaît un des deux boxeurs, et il y a un homme politique dans cette salle qui va se faire abattre par un tueur dont on ne verra rien, sauf un point rouge dans l'obscurité de cette immense salle pendant ce match de boxe ultra bruyant évidemment. Et donc à partir du moment où la détonation aura eu lieu et où l'homme politique sera abattu pour des raisons que nous découvrirons plus tard, il va y avoir comme une espèce de panique à bord, hein, comme quand il y a un assassinat. Donc la foule va se séparer en toute vitesse, et là, c'est un peu comme le ressac de la mer, mais un ressac violent, avec tous les personnages qui vont s'écarter ou se rapprocher. Et notre personnage joué par Nicolas Cage, qui est fabuleux, je trouve, dans ce rôle, se retrouve, il est à côté d'une femme avec une perruque, je ne sais plus si elle est blonde ou brune, et en tout cas, elle va perdre sa perruque, et on va en voir une autre avec une perruque rousse. Et donc, il va avoir des flashs comme ça, très rapides, qui fait que il va être embringué dans un truc dans lequel il ne voulait pas être, puisque, en fait, il va être utilisé. Et ça, on va le comprendre au fur et à mesure. Il est proprement manipulé comme étant un témoin qui est censé valider une thèse officielle qui est totalement mensongère. Et donc, à partir de là, le film va s'appliquer, et De Palma, évidemment, à la manœuvre, en immense chef d'orchestre de ce dispositif complotiste fabuleux, à nous faire pénétrer la réalité même de cette matrice où tout est mensonger. Et où, c'est là que c'est fascinant, et je reviens à cette histoire de l'image qui ment, hein, les caméras sont partout. Il y a des caméras de surveillance partout qui filment tout. Il y a des salles de surveillance avec des centaines d'écrans. Il y a évidemment les gens qui, avec leur propre téléphone, filment eux-mêmes un certain nombre de choses. Et il y a ce qu'on appelle les différents points de vue. C'est-à-dire comme dans la séquence qui a eu lieu sur les Champs-Élysées avec ce policier, ces manifestants, qui a commencé, etc. C'est très difficile de se faire une philosophie quand on n'a pas la totalité de la séquence face à nous, et quand on a un seul point de vue, avec en plus un média qui appuie sur une thèse et non pas sur l'autre. Okay ? Donc là, il va faire exactement la même chose dans son dispositif scénaristique, c'est-à-dire qu'il va nous faire voir à rebours le premier quart d'heure dans un hôtel complexe qui est totalement labyrinthique, c'est-à-dire où on se perd littéralement, et c'est construit d'ailleurs sur le plan architectural pour ça, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans un espace qui est comme un labyrinthe, avec en plus des miroirs, des effets miroirs par tout ce qui est filmé, qui sont là comme des trompe-l'œil. D'accord ? Ce qui veut dire que pour connaître la vérité, il faut vraiment s'enfoncer dans le ventre de cette bête. C'est vraiment filmé comme ça. Et d'ailleurs, De Palma va nous y conduire. Je ne veux pas déflorer trop l'intrigue de ce chef-d'œuvre, mais pour comprendre comment on peut, au sein d'un espace-temps, créer une manipulation avec un crime où on fait de l'inversion accusatoire et on efface toutes les traces pour essayer de faire porter le chapeau à quelqu'un qui ne l'a pas commis,
en utilisant quelqu'un qu'on manipule pour faire le témoin de quelque chose qu'on aura mis sous ses yeux volontairement avec des tas de fausses pistes. Waouh! Voilà ce que c'est que Snake Eyes. Hein. Et le film s'appelle Snake Eyes, les yeux du serpent. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qui le serpent, en fait? Le serpent, c'est celui qui voit, mais en l'occurrence, c'est aussi celui qui filme. Et je trouve que là, il y a une réflexion de cet immense cinéaste qui est absolument monstrueuse, en disant, mais vous savez, je suis un réalisateur, ce qui veut dire que j'ai la capacité, j'ai la technique, je sais faire. Je peux vous manipuler, je peux vous emmener dans des impasses, je peux vous faire croire tout ce que je veux, parce que je maîtrise le temps, l'espace, le maître des lieux, le maître du film, c'est moi. Voilà. Voilà ce que fait cet immense cinéaste qui s'appelle Brian De Palma. C'est nous apprendre à voir, mais à voir au-delà de la surface des choses, c'est-à-dire au-delà de l'image mensongère, au-delà du montage mensonger, au-delà du point de vue qui est toujours sujet à caution. Lui nous pousse, nous spectateurs, à devenir acteurs de son propre film, de sa propre fiction, en apprenant avec le personnage principal à nous méfier de tout ce qui nous met sous les yeux. C'est formidable quand même. Alors, cette extraordinaire démonstration au travers d'une fiction passionnante, il l'avait déjà faite 16 ans plus tôt, puisque Snake Eyes date de 1997. Son coup d'essai, qui fut un coup de maître sur ce registre de je vais apprendre, je vais faire grandir mes spectateurs, leur apprendre à se défaire des chaînes de la manipulation d'Hollywood et de la télévision et des gouvernements, etc. etc. C'est un pur chef-d'œuvre, plus connu, avec John Travolta, qui s'appelle Blowout. Alors Blowout est exactement le même principe que Snake Eyes 16 ans avant, sauf que ça ne va pas là il ne va pas nous intéresser à l'image qui ment. Là, au contraire, l'image va donner au personnage principal des clés de compréhension. Non, il va jouer, porter son intrigue sur le son. Puisque le personnage joué par Travolta est un ingénieur du son. Et cet ingénieur du son va se balader, il va dans la nature souvent pour prendre des sons, hein, par exemple de hibou la nuit, pour pouvoir les intégrer dans ses montages. Tout début du film d'ailleurs, ce personnage donc, est ingénieur du son sur un film qui est une espèce de film porno un peu ridicule qui reproduit la scène, mais d'une manière grotesque, du célébrissime Psychose d'Hitchcock, donc la fameuse scène de la douche. Et donc on a cette scène qui est filmée dans des tons un peu rouges, un peu criards, un peu vulgaires. Et au moment où l'actrice pousse le cri est ridicule. Et donc, il peut pas. C'est pas possible quoi, de prendre ce cri ridicule et de le rajouter à l'image. Parce que l'effet qui est censé faire peur, là, tout le monde éclate de rire. Donc ça commence là-dessus, en fait, sur l'importance du son. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez tout bousiller si vous n'avez pas le son qui convient et qui correspond à l'image. Et donc là, en sortant de nuit avec son appareil de prise de son, hein, son micro long, il va être témoin, malgré lui, d'un assassinat d'un homme politique, un de plus. Encore un, d'accord ? Et donc ça se passe de nuit et on entend et on aperçoit une voiture avec une détonation. Et on entend les pneus qui crissent, la voiture est à toute berzingue et elle fonce dans ce qui ressemble à une rivière, un fleuve, et donc noyade. Okay ? Et sort de la voiture, puisque Travolta n'est pas simplement un ingénieur du son, il va être acteur, il va sauter dans l'eau, et il va arriver à en extraire une jeune femme qui est jouée par l'actrice Nancy Allen, je crois, qui fut l'épouse autrefois de Brian De Palma, et qui est une prostituée. Prostituée, donc qui était avec, je sais plus, je crois que c'est un gouverneur, enfin quelqu'un qui a un poste assez important aux États-Unis, politique. Et c'est là où va commencer l'intrigue, vraiment. Puisque, en ayant pris les sons, puisqu'il enregistrait, notre ingénieur du son va également enregistrer
la totalité de la séquence. Et comme c'est un technicien du son, il va être en mesure de découper le son, hein, seconde par seconde. Et il va se retrouver en possession d'un film que va lui transmettre un journaliste présent sur les lieux, qui lui n'a pas pris le son, mais a pris l'image. L'image sans le son. D'accord? Donc d'un côté on a la bande son, d'un côté on a la bande image. Et donc notre ingénieur va faire le montage des deux. Et image par image. Et De Palma nous le montre. Il nous montre ce que c'est que le cinéma, hein, de 24 images secondes. Et on voit notre Travolta avec son vieux matériel qui coupe. C'est passionnant, parce que là on n'est pas du tout dans le cinéma numérique, on est dans le cinéma physique, hein, avec la vieille bande qu'on connaissait autrefois jusqu'à l'apparition du cinéma numérique. Et donc là, on se retrouve avec une révélation. C'est que en associant son et image, Travolta, son personnage, découvre qu'il n'y a pas eu une, mais deux détonations. Et à partir du moment où il y a deux détonations, ça veut dire que la première, c'est un coup de feu, et la seconde, c'est un pneu qui crève. Alors que dans ce que présentaient les médias, il y en a une et une seule. Ça veut dire c'est une crevaison, point. D'accord ? Donc à partir du moment où il découvre ça, la thèse de l'assassinat devient tout à fait plausible. Okay ? Donc voilà comment il parvient au sein de son intrigue. Donc et après, il y a une course-poursuite absolument phénoménale, très émouvante en plus, hein, avec est-ce que Travolta, aidé par cette très attachante prostituée, vont parvenir à faire que la vérité sera révélée. Et là encore, dans le lien, puisque les deux personnages vont être à distance. Il y aura d'un côté la prostituée, de l'autre Travolta qui lui aura confié une mission, mais qui est pas trop loin, enfin pas trop, oui, et qui est en protection, aidé en... Ils ont un micro, enfin, il la suit avec un micro. Et donc le lien qui va les maintenir ensemble, à distance, ça sera encore cette histoire de son. C'est le son qui va être le lien qui fait que elle ne sera pas toute seule. Ouais. Sauf que, je ne vous en dis pas plus, mais on va arriver à un crescendo émotionnel effrayant, enfin absolument magistral à la fin. Et donc dans ce second film, qui précède donc de 16 ans Snake Eyes, De Palma nous dit attention au son. Au son. Le son, votre oreille n'a pas la finesse suffisante pour pouvoir décomposer, comme le fait mon ingénieur de son, en autant de microsecondes que c'est dans la réalité. Ce qui veut dire que ce que nous voyons, Snake Eyes, ce que nous entendons, Blowout, dans ces deux films, le cinéaste nous dit vous êtes face à quelque chose qui peut être manipulé et dans lequel votre perception n'est pas suffisamment fine pour pouvoir démêler le vrai du faux. Démonstration implacable, admirable. C'est là qu'on se dit qu'on a vraiment de temps en temps des cinéastes de très très grand talent qui, au contraire de nous endormir avec des fictions abétissantes, nous élèvent intellectuellement. Parce que là, que fait De Palma ? Il fait appel, outre à notre capacité de spectateur à être ému par une histoire, à notre intelligence supérieure. Vraiment. Moi, avoir vu Blowout et Snake Eyes, ce sont des films qui m'ont vraiment élevé intellectuellement, spirituellement, parce que ce qu'il dit en outre, De Palma, c'est puisque ce que tu vois, puisque ce que tu entends peut être sujet à manipulation, et que de toute façon ta sensibilité, c'est-à-dire tes sens, ne te permettent pas d'avoir une vision juste de ce qui est réellement sous le masque des apparences, fie-toi dans ce cas-là à ça, à ton intuition, à ton troisième œil. C'est ça qui nous suggère. Ce qui est tout à fait fabuleux avec l'œuvre de cet immense réalisateur, c'est que il n'en restera pas là. Celles et ceux qui connaissent bien son œuvre
savent qu'à côté de films de type Les Incorruptibles, très réussi, un film sur Al Capone, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, l'exceptionnel, alors il y a Scarface, et surtout, toujours avec Alan Pacino, Carlitos Way, L'Impasse, qui est un des plus grands films américains avec Casino, je trouve, depuis 30 ans. Ça, vraiment, je vous le recommande. Donc avec Al Pacino et Sean Penn, Carlitos Way, L'Impasse, on ne peut pas faire l'impasse sur L'Impasse, c'est un pur chef-d'œuvre. Il a continué donc dans des films comme Femme Fatale. Il en a fait un qui s'appelle, je ne sais plus si c'est Embedded ou Redacted, qui se passe en Irak, pendant la guerre d'Irak, où c'est pareil, il a énormément apporté comme cinéaste en nous apprenant, en démontant tous les baratins de la CIA, de l'armée américaine, toujours au travers de cette notion de GIs décervelés, qui utilisent l'image et qui se mettent des écrans entre eux et des Irakiens qui sont en train d'assassiner dans des conditions épouvantables. C'est vraiment un très grand moraliste, De Palma. Ça fait vraiment, je trouve, partie de ces gens, voilà, qui nous aident à être plus intelligents, à réfléchir, à nous poser des questions éthiques. Scorsese est très bon aussi pour ça, quand il est en forme. Scorsese, qui est un grand catholique, qui est quelqu'un qui s'intéresse énormément comme croyant à ce qu'on appelle le mal, qu'à voir Shutter Island par exemple, où il plonge dans le ventre du mal, littéralement. Et c'est pas la première fois qu'il le fait. Casino, Les Affranchis, sont des films que vous les voyez une fois, ils vous marquent à vie. Et De Palma, c'est de la même eau. Donc je vous le recommande vraiment parce que ça a été un cinéaste star dans les années 70. Phantom of the Paradise, Carrie, comment ça s'appelait ce film avec Angie Dickinson, Dress to Kill, qui en français avait un autre nom. Bon, c'est quelqu'un qui aura énormément marqué. Il a eu quelques succès d'estime dans les années 80, et depuis les années 90, c'est beaucoup plus dur. C'est quelqu'un qui ne vit plus aux États-Unis, qui fait beaucoup moins de films, qui, quand ces films sont faits, sont produits par des capitaux français, c'est le cas des 4 ou 5 derniers. Il en fait beaucoup moins, il coûte beaucoup moins cher, c'est des petites productions, et pourtant vous en voyez certains, vous vous dites putain, mais quelle maîtrise de la mise en scène! C'est un grand metteur en scène. Il n'y a pas besoin de lui filer un budget énorme, il filme à l'économie, et il a tellement d'idées de mise en scène que du coup le fond même efface le reste, quoi. Donc voilà, donc Blowout, Snake Eyes et un certain nombre de ses autres films. Brian De Palma, vraiment un cinéaste majeur qui, je pense, marquera en profondeur pas simplement le cinéma américain mais le cinéma tout court. C'est vraiment pour moi le fils spirituel d'Hitchcock. C'est celui qui se sera mis dans les pas d'Hitchcock et qui aura complètement renouvelé l'œuvre du maître britannique du suspense pour nous faire quelque chose qui soit adapté à notre temps. Parce que Hitchcock faisait un cinéma qu'on mettait dans la case distraction, ce qu'il était, mais ce n'était pas que ça, qui était tout à fait adapté à son époque. De Palma, lui, qui est vraiment la génération post-assassinat de Kennedy, c'est-à-dire à l'époque des complots, aura complètement renouvelé le genre et créé donc une œuvre absolument incomparable.